Mon fils de 10 ans a envoyé 5 enfants à l'hôpital et tout le monde est fier de lui. L'appel est arrivé pendant ma pause déjeuner, la voix de l'infirmière scolaire serrée par quelque chose entre la panique et l'admiration. Monsieur Holloway, vous devez venir immédiatement. 5 enfants ont été transportés à l'hôpital de County Medical et votre fils est impliqué. J'ai lâché mon sandwich et j'ai couru vers mon camion, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine mettre la clé dans le contact. 5 gamins. Mon fils Caleb avait 10 ans. Il était chétif pour son âge, le genre d'enfant qui dormait encore avec une veilleuse et pleurait devant des vidéos de sauvetage d'animaux. Ce qui s'était passé ne pouvait pas être ce que mon esprit imaginait alors que je violais toutes les limitations de vitesse entre mon bureau et l'école primaire de Riverside. Le parking était un chaos total. 3 ambulances étaient encore là, portes ouvertes, les ambulanciers chargeant du matériel tandis que des parents hurlaient des questions au personnel de l'école. J'ai repéré le directeur Vega debout près de l'entrée avec 2 policiers, son visage pâle, étiré. Quand il m'a vu approcher, quelque chose a traversé son expression que je n'ai pas pu identifier. Ce n'était pas de la colère ou une accusation, mais quelque chose de proche de la stupéfaction hébétée. Il m'a dirigé à l'intérieur sans parler, et j'ai suivi l'officier à travers des couloirs remplis d'élèves confus que des enseignants débordés tentaient de ramener dans les classes pour maintenir l'ordre. L'infirmerie sentait l'antiseptique et la peur. Caleb était assis sur la table d'examen, une couverture sur les épaules malgré la chaleur de la pièce. Ses lunettes étaient fêlées, un verre complètement brisé, et sa main droite était enveloppée dans de la gaze où des taches de sang commençaient à percer. Il a levé les yeux quand je suis entrée. Et j'ai vu quelque chose dans son regard qui m'a retourné l'estomac. Pas de la peur ou de la culpabilité, mais une sorte de satisfaction sombre qui appartenait au visage de quelqu'un de beaucoup plus vieux, quelqu'un qui avait fait un choix dont il savait qu'il lui coûterait tout, mais qui l'avait fait quand même. Je me suis agenouillée devant lui et lui ai demandé s'il allait bien, ma voix sortant plus stable que je ne l'étais. Il a hoché la tête lentement et m'a dit qu'il pensait que oui, que sa main lui faisait mal, mais rien d'autre. L'infirmière, Madame Kapor, m'a pris à part et m'a expliqué à voix basse que Caleb avait blessé 5 élèves, dont un grièvement, lors de ce qu'elle appelait un incident dans la cour de récréation. Elle a dit que les détails étaient flous, mais que Caleb s'était défendu et avait peu être défendu d'autres élèves. Ces mots semblaient répétés, comme si on lui avait dicté quoi dire et quoi omettre. Elle a jeté un regard à Caleb avec une expression que je n'avais jamais vue sur le visage d'une infirmière scolaire, un mélange de respect et d'inquiétude. Le directeur Vega est entré avec l'officier Reyes et une femme en civil qui s'est présentée comme l'inspectrice Amara Foster. Elle avait le visage bienveillant de quelqu'un qui travaillait avec les enfants depuis des années, mais ses yeux étaient perçants alors qu'elle observait la scène. Elle a demandé si nous pouvions parler en privé, et j'ai regardé Caleb, qui a hoché la tête en disant que je devais entendre ce qui s'était passé. L'inspectrice nous a conduits à la salle de conférence du directeur où un ordinateur portable était ouvert, montrant les images de vidéosurveillance sous plusieurs angles. Elle m'a prévenu que le contenu était troublant avant d'appuyer sur lecture. Les images montraient la cour de récréation pendant la pause de l'après-midi. J'ai immédiatement repéré Caleb assis seul sur un banc, lisant un livre comme à son habitude. Il avait toujours été solitaire, préférant les livres au sport, l'observation à la participation. Puis, 5 garçons plus âgés se sont approchés de lui, et j'ai reconnu celui qui était devant. Dominic Archer, 12 ans, ayant redoublé 2 fois. Le genre de gamin dont les parents engagent des avocats avant même que l'école ne puisse les appeler pour des problèmes de comportement. J'avais déjà vu Dominique harceler des enfants plus petits et je l'avais signalé, pour m'entendre dire par Vega que Dominique venait d'une famille éminente qui faisait des dons généreux à l'école. Les garçons ont entouré Caleb. Et même sans le son, je pouvais les voir le narguer. Dominique a attrapé le livre de Caleb et l'a jeté vers la clôture. Quand Caleb s'est levé pour le récupérer, Dominique l'a repoussé sur le banc. Les autres garçons riaient,
formant un cercle de plus en plus serré. J'ai agrippé le bord de la table de conférence en regardant mon fils essayer de partir 3 fois, chaque tentative étant bloquée par le groupe. Puis Dominique a sorti quelque chose de sa poche, et l'inspectrice Foster a mis la vidéo en pause pour zoomer. C'était un briquet. Dominique l'allumait et l'éteignait, approchant la flamme du visage de Caleb pendant que les autres garçons le maintenaient en place. Ma vision s'est brouillée quand Foster a repris la vidéo. Le langage corporel de Caleb a complètement changé à l'image suivante. Il a cessé d'essayer de partir et est devenu parfaitement immobile. Et j'ai reconnu cette immobilité venant du plus profond de ma propre enfance. Ce moment où la peur se transforme en décision. Quand vous comprenez que survivre signifie se battre. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé si vite que Foster a dû ralentir la lecture au quart de la vitesse. Caleb a saisi le poignet de Dominique, l'a tordu d'une manière qui m'a fait grimacer et a envoyé le briquet valser. Puis il a bougé. Je n'avais jamais vu mon fils bouger ainsi. Il n'était pas sauvage ou paniqué. Il était précis. Il a frappé le nez de Dominique avec la paume de sa main avec une telle force que j'ai vu le sang gicler à l'écran. Quand le deuxième garçon l'a saisi par derrière, Caleb a laissé tomber son poids et l'a projeté par-dessus son épaule sur un troisième gamin. Les deux sont tombés lourdement. Le quatrième garçon a tenté de frapper Caleb à la tête, mais mon fils s'est baissé et lui a fauché les jambes, l'envoyant s'écraser contre le banc. Le cinquième garçon a commencé à s'enfuir, mais Caleb l'a rattrapé et lui a asséné un coup de genou dans l'estomac, le pliant en deux. Le tout a duré peu, être 15 secondes. Quand ce fut fini, Dominique était au sol se tenant le visage. 2 garçons étaient emmêlés, gémissant. L'un était recroquevillé sur son ventre, vomissant, et le dernier s'éloignait en boitant, tenant sa jambe. Caleb se tenait au centre du carnage, regardant ses articulations ensanglantées comme s'il ne reconnaissait pas ses propres mains. Puis il a marché calmement vers l'endroit où son livre était tombé, l'a ramassé et s'est rassis sur le banc pour continuer sa lecture. Il était encore assis là quand les enseignants sont enfin arrivés, attirés par les cris. L'inspectrice Foster a arrêté la vidéo et m'a demandé directement si j'avais appris à Caleb à se battre. J'ai dit non, que je ne savais pas où il avait appris ses mouvements, que je ne l'avais jamais vu faire preuve de la moindre violence auparavant. Elle a sorti un carnet et m'a dit quelque chose qui a fait basculer mon monde. Les techniques de Caleb étaient cohérentes avec le Krav Maga, un système d'autodéfense israélien utilisé par les militaires et les forces de l'ordre. Quelqu'un l'avait entraîné de manière intensive et cet entraînement montrait une discipline et un contrôle qui ne correspondaient pas au profil d'un enfant violent. Elle a demandé à nouveau où Caleb aurait pu apprendre ses compétences. J'ai réfléchi aux 6 derniers mois, aux activités extrascolaires de Caleb. Il avait suivi ce que je pensais être des cours d'art au centre communautaire 3 jours par semaine. Sa mère l'y avait inscrit avant de mourir il y a 8 mois, et j'avais continué à l'y envoyer car cela semblait l'aider dans son deuil. Mais je n'étais jamais entrée à l'intérieur. Je me contentais de le déposer et de venir le chercher. J'ai dit cela à l'inspectrice Foster et elle a pris une note tout en échangeant un regard avec le directeur Vega qui suggérait qu'il soupçonnait déjà quelque chose. Nous sommes retournés à l'infirmerie où Caleb attendait. Je l'ai interrogé directement sur les cours d'art et il m'a regardé avec ses yeux de vieux et a dit que ce n'était pas des cours d'art, c'était un entraînement d'autodéfense. Maman l'avait inscrit après être tombée malade, après qu'elle a su qu'elle ne serait plus là pour le protéger. Elle lui avait fait promettre de ne pas me le dire car elle savait que je m'y opposerais, sachant que je dirais que 10 ans étaient trop jeunes pour ce genre d'entraînement. La voix de Caleb s'est brisée quand il a expliqué que maman lui avait dit que certaines personnes ne se battraient pas loyalement et qu'il devait savoir comment se protéger quand personne d'autre ne le pourrait. Le nom de l'instructeur était Elijah Soto, un ancien instructeur de combat des forces de défense israéliennes qui dirigeait un petit studio au sous-sol du centre communautaire. L'inspectrice Foster l'a cherché sur son téléphone et m'a montré son site web. Le studio se spécialisait dans l'enseignement aux populations vulnérables, enfants handicapés, victimes d'abus,
toute personne ayant besoin de réelles compétences de défense plutôt que d'un sport martial. Foster a dit qu'elle devrait interroger Soto, mais d'après la vidéo, il avait formé Caleb exactement comme annoncé. Ce n'étaient pas des techniques agressives, elles étaient conçues pour neutraliser les menaces efficacement et s'échapper. Le directeur Vega s'est raclé la gorge et a expliqué pourquoi 5 enfants étaient à l'hôpital. Dominique Archer avait le nez cassé et une fracture de l'os orbital, nécessitant une chirurgie. 2 garçons avaient des commotions cérébrales après avoir frappé le sol. L'un avait une épaule luxée. Le 5e avait des côtes fracturées à cause du coup de genou de Caleb. La voix de Vega était soigneusement neutre alors qu'il énumérait ses blessures, mais j'ai perçu une pointe d'autre chose en dessous. Il a dit que le conseil scolaire se réunissait en session d'urgence pour déterminer les conséquences pour Caleb. Qu'une agression de cette gravité signifiait typiquement l'expulsion et des poursuites pénales, indépendamment de la provocation. J'ai senti ma propre rage monter. Puis, j'ai demandé à Vega s'il envisageait sérieusement d'expulser mon fils pour s'être défendu contre 5 garçons, dont un armé d'un briquet, après que sa propre administration avait ignoré mes rapports sur le harcèlement de Dominique pendant 2 ans. Le masque professionnel du directeur s'est légèrement fissuré, et il a admis que les parents de Dominique menaçaient déjà de poursuites judiciaires contre l'école et notre famille. Gerald et Patricia Archer étaient tous 2 avocats d'affaires, et ils avaient clairement indiqué qu'ils nous enterreraient sous les procès, à moins que Caleb n'en subisse les conséquences. Vega semblait épuisé alors qu'il expliquait la réalité politique. Parfois, faire ce qui est juste n'est pas possible quand l'argent et le pouvoir s'alignent contre vous. L'inspectrice Foster est intervenue pour dire que, bien qu'elle comprenne la position de l'école, la vidéo montrait clairement une légitime défense et la défense d'autrui. Selon la loi de l'État, Caleb avait le droit d'utiliser une force raisonnable pour se protéger d'un danger imminent. Elle recommanderait qu'aucune charge pénale ne soit retenue. Mais cela n'empêcherait pas la responsabilité civile ou les sanctions scolaires. Elle m'a regardée avec quelque chose comme de la sympathie et m'a dit que je devrais prendre un avocat immédiatement. Les Archer avaient des ressources et des relations, et ils utiliseraient les 2 pour faire un exemple de mon fils. Au cours des 3 jours suivants, la situation a métastasé au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Les Archer ont engagé Donald Kessler, l'avocat de litige le plus agressif du comté, connu pour détruire ses adversaires par pur épuisement financier. Il a déposé une plainte d'1 million de dollars contre nous, alléguant agression, coups et blessures, et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Il a déposé des plaintes auprès des services de protection de l'enfance en affirmant que j'avais entraîné Caleb comme une arme. Il a obtenu une ordonnance de restriction éloignant Caleb de Dominique, ce qui bannissait de fait mon fils de l'école puisqu'ils étaient dans la même classe. La paperasse juridique arrivait plus vite que je ne pouvais la lire, chaque dépôt plus dévastateur que le précédent. J'ai utilisé mes économies pour engager Angela Kwan, une avocate de la défense recommandée par Foster. Angela était jeune mais féroce, fille d'immigrants coréens qui avaient bâti sa pratique en défendant les outsiders contre les brutes corporatives. Elle a examiné les images et m'a dit que nous avions un dossier solide, mais que solide ne signifiait pas facile. Les Archer feraient traîner cela pendant des années si nécessaire, nous saignant financièrement tout en isolant Caleb socialement. Elle a dit que notre meilleur espoir était de mettre l'opinion publique de notre côté avant que le récit ne soit figé. J'ai demandé comment faire cela, et elle a sorti son téléphone pour me montrer ce qui se passait déjà en ligne. Quelqu'un avait fait fuiter la vidéo de surveillance. La vidéo était devenue virale, partagée sur les réseaux sociaux avec des récits contradictoires. Certains appelaient Caleb un combattant entraîné ayant utilisé une force excessive contre des enfants. D'autres le louaient pour avoir tenu tête aux harceleurs quand les adultes n'avaient pas réussi à le protéger. Les sections de commentaires étaient des zones de guerre, des étrangers débattant de la légitime défense appropriée, de la sécurité scolaire et de la responsabilité parentale. Les médias d'information se sont emparés de l'histoire, publiant des titres allant de « Un combattant entraîné hospitalise 5 enfants,
lors d'une attaque dans une cour de récréation, à un garçon se défend après que l'école a ignoré le harcèlement. Les nouvelles locales se sont présentées chez nous en quelques heures. J'ai refusé de commenter sur les conseils d'Angela, mais cela n'a pas empêché les journalistes de diffuser des reportages. Ils ont interviewé les parents de Dominique sur leur pelouse impeccablement tondue, Patricia Archer pleurant sur le visage brisé de son fils, tandis que Gerald parlait d'un ton mesuré d'enfant violent et de négligence parentale. Ils ressemblaient à des victimes, polis et sympathiques, alors que je n'étais qu'un veuf en deuil qui ne pouvait pas se permettre leur niveau de coaching médiatique. Le récit se formait exactement comme Angela l'avait redouté, les archers contrôlant l'histoire grâce à leurs ressources supérieures. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des parents ont commencé à se manifester, pas seulement de l'école primaire de Riverside, mais de l'ancienne école de Dominique et de l'académie privée qu'il avait fréquentée auparavant. Ils apportaient des histoires de harcèlement, de brimades et de violences qui avaient été étouffées par l'administration à cause de familles trop effrayées ou épuisées pour combattre les menaces juridiques des archers. Une mère nommée Véronica Russo a parlé à la caméra du bras cassé de son fils, attribué à une chute, mais en réalité infligée par Dominique lors d'une confrontation que l'école avait couverte. Elle avait été trop intimidée pour porter plainte à l'époque, mais regarder la vidéo de Caleb lui avait donné le courage de dire la vérité. D'autres familles ont émergé. Un père a décrit les factures de thérapie de sa fille après que le harcèlement psychologique systématique de Dominique l'ait poussé à l'automutilation. Une autre mère a montré les dossiers médicaux de la commotion cérébrale de son fils que l'école prétendait être accidentelle. Un modèle a émergé, Dominique ciblant des enfants vulnérables, utilisant la position de sa famille pour éviter les conséquences pendant que les administrateurs détournaient le regard. Les archers avaient donné plus de 200 000 $ au district scolaire au cours des 5 dernières années, assez pour influencer la politique et faire taire les plaintes. Dominique avait appris très tôt que l'argent pouvait acheter l'immunité contre toute responsabilité. Le directeur Vega a été forcé d'aborder ces allégations lors d'une conférence de presse qui s'est mal passée. Il a bafouillé des déclarations préparées sur le fait de prendre toutes les plaintes au sérieux tout en admettant, sous le feu des questions, que de multiples rapports concernant Dominique avaient été déposés et classés sans suite. Un reporter a demandé directement si les dons des archers avaient influencé les décisions administratives et le silence de Vega avant de nier a dit la vérité. Le conseil scolaire a annoncé une enquête sur la gestion des plaintes pour harcèlement, mais le mal était fait pour leur crédibilité. Elijah Soto a accepté d'être interviewé par les nouvelles locales et son apparition a complètement changé la donne. Il était posé et articulé, expliquant sa mission d'enseigner l'autodéfense aux enfants confrontés à la violence dans des environnements censés les protéger. Il a décrit Caleb comme un élève dévoué qui s'entraînait 3 fois par semaine pendant 5 mois, apprenant des techniques spécifiquement conçues pour que des personnes plus petites puissent vaincre des attaquants plus grands. Soto a souligné que chaque leçon incluait une formation à la désescalade, que ses élèves apprenaient quand ne pas se battre avant d'apprendre comment le faire. Il avait revu les images et conclu que Caleb avait fait exactement ce qu'on lui avait appris. Éviter, s'échapper, et ne s'engager qu'en dernier recours face à un danger imminent. Soto a révélé quelque chose que j'ignorais. Ma femme Sarah avait payé une année entière de cours d'avance, accompagnée d'une lettre expliquant pourquoi Caleb avait besoin de ses compétences. Soto a partagé des extraits de la lettre à la caméra avec ma permission. Sarah avait écrit sur son diagnostic terminal, sur ses craintes pour la sécurité de Caleb après son départ, sur le fait d'avoir remarqué que Dominique ciblait son fils et de savoir que l'école ne le protégerait pas. Elle avait fait des recherches sur le programme de Soto pendant des mois avant d'inscrire Caleb, cherchant spécifiquement un entraînement privilégiant la défense à l'agression. Ses derniers mots dans la lettre étaient qu'elle ne pourrait pas protéger Caleb éternellement, mais qu'elle pouvait lui donner les outils pour se protéger lui-même. La lettre est devenue virale. La prévoyance de Sarah par-delà la tombe est devenue le cœur émotionnel de l'histoire.
l'acte d'amour ultime d'une mère mourante pour un fils vulnérable. L'opinion publique a basculé radicalement du jour au lendemain. Les archers se sont retrouvés face à des foules hostiles devant leur maison. Des gens brandissant des pancartes avec les noms des victimes de Dominique et exigeant des comptes. Patricia Archer a fait l'erreur de parler à un journaliste sans avocat, balayant les histoires des autres familles comme des exagérations et suggérant que Sarah avait transformé son fils en arme. Cette petite phrase a détruit ce qui restait de la sympathie du public pour eux. La réunion d'urgence du conseil scolaire concernant l'expulsion de Caleb est devenue un référendum public sur un échec systémique. Plus de 300 personnes ont rempli l'auditorium, la plupart portant des chemises bleues disant « Protégez nos enfants » en solidarité avec Caleb. Parent après parent, ils ont pris la parole, détaillant comment l'administration avait failli à traiter le harcèlement tout en protégeant les riches donateurs. Des enseignants ont brisé les rangs pour admettre qu'on leur avait ordonné de ne pas documenter les incidents impliquant Dominique. Un conseiller scolaire a démissionné pendant la réunion, invoquant un conflit moral avec des politiques privilégiant les dons à la sécurité des élèves. Quand est venu mon tour de parler, j'ai apporté le rapport d'hôpital de la visite de Caleb après l'incident. Le médecin avait documenté des blessures défensives, des ecchymoses sur les bras de Caleb correspondant au fait d'avoir été saisi et maintenu, des marques de brûlure sur son avant-bras, là où le briquet avait été en contact avant qu'il ne désarme Dominique. La preuve que mon fils avait été torturé, pas seulement menacé, dans les secondes précédant sa riposte. J'ai brandi des photos agrandies de ses blessures et j'ai demandé directement au conseil s'il croyait qu'un garçon de 10 ans aurait dû se laisser brûler plutôt que de se défendre. Le conseil a voté à l'unanimité de ne pas expulser Caleb. Ils l'ont placé en congé administratif en attendant la fin de l'enquête, mais ont reconnu que les conclusions préliminaires soutenaient sa version de la légitime défense. Le directeur Vega a annoncé sa démission avec effet immédiat, acceptant la responsabilité des échecs systémiques durant son mandat. Le surintendant du district s'est engagé à mettre en œuvre de nouveaux protocoles anti-harcèlement et des procédures de signalement obligatoires. Cela ressemblait à une victoire jusqu'à ce qu'Angela me prenne à part pour m'expliquer que le procès civil était toujours actif et que les archers ne reculaient pas. Donald Kessler a poursuivi la procédure de divulgation de preuves aussi agressivement qu'Angela l'avait prédit. Il a exigé chaque dossier lié à l'entraînement de Caleb, son historique scolaire, mes décisions parentales, et même les dossiers médicaux de Sarah de ces derniers mois. Il a interrogé Elijah Soto pendant 8 heures, essayant de prouver qu'enseigner l'autodéfense à des enfants constituait une formation d'armes humaines. Il a engagé des témoins experts qui témoigneraient que la réponse de Caleb était disproportionnée par rapport à la menace, qu'un combattant entraîné avait la responsabilité d'utiliser moins de force. La stratégie de Kessler était transparente. Nous enterrer sous la procédure jusqu'à ce que le fardeau financier nous force à un accord. Angela a répliqué en déposant notre propre procès contre la famille Archer et le district scolaire. Nous avons allégué que le schéma d'agression de Dominique, favorisé par la négligence administrative, avait créé un environnement hostile violant les droits civils de Caleb. Nous avons demandé des dommages et intérêts pour détresse émotionnelle, frais médicaux et le coût d'un tutorat privé puisque Caleb ne pouvait plus aller à l'école. Plus important encore, nous avons exigé un compte-rendu complet des dons des archers et de toute correspondance suggérant des arrangements de donnant-donnant avec les administrateurs scolaires. Angela a dit que nous ne gagnerions peu, être pas, mais que nous rendrions la procédure coûteuse pour les deux défendeurs. Les dépositions ont été brutales. Patricia Archer a pleuré durant toute la sienne, se présentant comme une mère dévouée, surprise par les accusations contre son fils. Gérald Archer était froid et calculateur, n'admettant rien tout en suggérant que tout était le résultat de la jalousie de familles moins prospères. La déposition de Dominique n'a duré qu'1 heure avant que ses avocats n'y mettent fin. Le gamin ne montrait aucun remords, décrivant l'incident comme un combat mutuel et prétendant que Caleb l'avait attaqué sans provocation. Ces mensonges étaient confiants et bien répétés, la performance de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de réelles conséquences.
La déposition de Caleb a été plus dure à regarder que ce à quoi je m'attendais. Kessler a essayé toutes les tactiques pour le briser, suggérant que sa mère lui avait appris à résoudre les problèmes par la violence, insinuant que je l'avais encouragé à se battre, demandant à plusieurs reprises s'il avait aimé faire du mal à ses garçons. Caleb répondait à chaque question d'un ton monotone, son affect complètement plat, jusqu'à ce que Kessler fasse l'erreur de qualifier la décision de Sarah de l'inscrire à des cours d'autodéfense de parentalité irréfléchie. Mon fils a regardé directement l'avocat et a dit d'une voix claire que sa maman lui avait sauvé la vie, que sans sa prévoyance, il aurait été brûlé et battu alors que les adultes débattaient de la responsabilité. La vérité brute de ces mots a fait taire même Kessler pendant un moment. Le tournant est venu d'une source inattendue. L'un des garçons que Caleb avait combattu, Kenneth Dupont, a dit à ses parents qu'il voulait changer sa version des faits. Kenneth avait 11 ans et suivait l'exemple de Dominique depuis des années, trop effrayé pour refuser et trop faible pour s'objecter. Après avoir passé une semaine à l'hôpital pour une commotion cérébrale, il avait eu le temps de réfléchir à la personne qu'il devenait. Ses parents ont contacté Angela et ont organisé une rencontre où Kenneth a tout admis. Dominique avait planifié l'attaque spécifiquement pour humilier Caleb, avait apporté le briquet avec l'intention de le brûler, avait promis aux autres garçons une protection contre les conséquences car ses parents arrangeaient toujours tout. Le témoignage de Kenneth a été dévastateur pour le dossier des Archers. Il a décrit des incidents antérieurs où Dominique avait blessé d'autres enfants et où ses parents avaient payé les familles pour éviter les plaintes. Il a nommé des administrateurs spécifiques qui avaient accepté de l'argent pour enterrer les plaintes. Il a révélé que Dominique gardait des trophées de ses victimes, des objets volés lors d'attaques qu'il exposait dans sa chambre comme une collection de chasseurs. Les parents de Kenneth ont corroboré son histoire et ont accepté de témoigner malgré le fait qu'ils savaient que les Archers exerceraient des représailles. Ils ont dit que la conscience de leur fils valait plus que leur confort. 2 autres garçons se sont manifestés après Kenneth, racontant chacun des histoires similaires de coercition et de dissimulation. La position juridique des Archers s'est effondrée alors que la conspiration qu'ils avaient bâtie au fil des ans s'effilochait lors de témoignages sous serment. Kessler a tenté de discréditer les garçons comme étant des témoins coachés, mais leur récit était trop détaillé et cohérent. Angela a demandé un jugement sommaire, arguant qu'aucun jury raisonnable ne pourrait juger Caleb responsable, alors que 5 conspirateurs avaient planifié et exécuté une agression avec une arme. Le juge a accepté, rejetant la plainte des Archers avec préjudice et nous accordant le remboursement des frais d'avocat. L'enquête criminelle qui a suivi a ciblé les Archers et plusieurs administrateurs scolaires. Dominique, en tant que mineur, a fait face à des accusations devant le tribunal pour enfants pour agression avec une arme. Ses parents ont été inculpés de complot pour leur rôle dans la dissimulation de son schéma de violence. Le directeur Vega et 2 membres du conseil ont été inculpés d'avoir accepté des pots de vin pour influencer des actions officielles. Le surintendant a démissionné sous la pression et toute l'administration du district a été placée sous la supervision de l'État. Ce qui avait commencé comme l'autodéfense d'un garçon avait exposé une corruption institutionnelle qui prospérait depuis des années. Le procès est devenu une nouvelle nationale. Cour TV l'a couvert en direct et les analystes juridiques ont débattu de la responsabilité parentale pour la violence des enfants et de la responsabilité institutionnelle pour l'abus facilité. L'accusation a présenté des preuves accablantes du complot, y compris des courriels entre Patricia Archer et les administrateurs discutant de paiements spécifiques liés à des incidents précis. Des SMS entre Dominique et ses victimes montraient la préméditation et le sadisme. Le briquet qu'il avait utilisé a été introduit comme preuve, contenant encore ses empreintes digitales et des traces d'ADN de Caleb, là où la flamme avait touché sa peau. Dominique a été reconnu coupable d'agression aggravée et condamné à la détention juvénile jusqu'à l'âge de 18 ans, suivi d'une probation intensive et d'une thérapie obligatoire. Ses parents ont été condamnés pour complot et entrave à la justice,
recevant des peines avec sursis conditionnées à des travaux d'intérêt général et à la restitution aux victimes. Le directeur Vega a plaidé coupable de corruption et a perdu définitivement sa licence d'éducation. Les membres du conseil qui avaient accepté les paiements ont démissionné dans la honte. Le district a réglé notre procès civil pour 300 000 dollars, que nous avons placé dans un fonds fiduciaire pour l'éducation future de Caleb. La publicité a eu des conséquences inattendues. Le studio d'Elijah Soto a été submergé de demandes d'inscription de parents souhaitant que leurs enfants soient formés à une autodéfense pratique. Il a engagé 3 instructeurs supplémentaires pour gérer la demande et a ouvert un second site. Il a invité Caleb à s'entraîner gratuitement à vie et a demandé la permission d'utiliser l'histoire dans ses supports promotionnels. Soto a déclaré que Caleb représentait tout ce que le programme visait à accomplir. Un enfant vulnérable doté d'outils pour se protéger et les utilisant de manière responsable uniquement lorsque cela est nécessaire. D'autres instructeurs d'autodéfense nous ont contactés, voulant étudier le cas de Caleb. Ils ont dit que la vidéo était devenue un outil pédagogique pour démontrer la force appropriée dans des conflits asymétriques. Des chercheurs universitaires ont demandé des entretiens pour étudier la psychologie des enfants entraînés confrontés à la violence. Un éditeur de livres a proposé un contrat pour notre histoire. Tout cela semblait irréel. Cette attention pour quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. La célébrité pour avoir survécu à ce qui aurait dû être empêché. Caleb a lutté contre les conséquences de manière que je n'avais pas anticipée. Il était célébré pour sa violence, alors même que la violence elle-même l'avait traumatisé. Il faisait des cauchemars sur le combat. Il se réveillait en pleurant, se demandant s'il n'avait pas trop blessé ses garçons. Le thérapeute a expliqué que l'entraînement de Caleb avait créé un décalage entre la capacité et la volonté. Savoir comment blesser les gens ne rendait pas l'acte plus facile émotionnellement. Elle a dit que ses cauchemars étaient en fait sains, prouvant qu'il n'était pas devenu désensibilisé à la violence malgré le fait d'avoir été forcé de l'utiliser. Nous avons passé des mois en thérapie familiale, traitant la mort de Sarah et le combat de Caleb comme des traumas entrelacés. J'ai réalisé que j'avais été tellement concentrée sur la survie pratique après avoir perdu ma femme que j'avais manqué la noyade émotionnelle de Caleb. Il s'était entraîné pour la violence tout en pleurant sa mère, apprenant à se battre tout en apprenant à être seul. Les compétences d'autodéfense l'avaient sauvé physiquement, mais l'avaient isolé émotionnellement, créant une barrière entre lui et ses pairs qui ne pouvaient pas comprendre ce qu'il avait vécu. La thérapeute nous a aidés à établir de nouvelles connexions, à trouver des communautés où l'expérience de Caleb était comprise plutôt que sensationnalisée. Les autres familles qui avaient perdu des enfants à cause de la violence de Dominique nous ont contactés et nous avons formé un réseau de soutien informel. Des réunions mensuelles où les parents partageaient des histoires et où les enfants se connectaient avec d'autres comprenant l'ombre portée du harcèlement. Kenneth Dupont est devenu l'ami inattendu de Caleb, les 2 garçons se liant par leur expérience commune vécue de 2 côtés opposés. Les parents de Kenneth m'ont remercié à maintes reprises pour les actions de Caleb, affirmant que leur fils avait été sauvé de ce que Dominique essayait de faire de lui. L'ironie n'a échappé à personne. La violence avait créé cette communauté de guérison. Un an après l'incident, l'école primaire de Riverside a réinvité Caleb avec une nouvelle administration et des politiques réformées. L'école avait mis en œuvre une formation anti-harcèlement obligatoire pour tout le personnel, créé des systèmes de signalement anonymes surveillés par des défenseurs externes et établi un fonds pour les victimes destinées aux familles touchées par les échecs administratifs passés. Ils ont demandé à Caleb de parler lors d'une assemblée de son expérience, et il a d'abord refusé avant que la thérapeute ne suggère que cela pourrait lui permettre de tourner la page. J'ai laissé la décision entre ses mains, et, après une semaine de réflexion, il a accepté. L'assemblée était bondée d'élèves, de parents et de médias. Caleb se tenait au podium, paraissant petit derrière le micro, ses lunettes fêlées désormais remplacées, mais ses mains montrant encore de légères cicatrices de ce jour-là. Il a lu ses remarques préparées, la voix ferme, expliquant qu'il ne voulait pas être célèbre pour s'être battu, qu'il ne voulait pas que les autres enfants pensent que la violence était cool ou nécessaire.
Il a dit que sa maman lui avait offert l'entraînement d'autodéfense comme un dernier recours, une assurance pour le pire des scénarios qu'elle espérait voir ne jamais arriver. Il aurait aimé que les adultes le protègent pour qu'il n'ait pas à se protéger lui-même. Caleb a regardé directement les élèves et a dit quelque chose qui a fait régner le silence dans la salle. Il a expliqué que battre 5 enfants ne l'avait pas fait se sentir fort. Cela l'avait fait se sentir terrifié et seul. Que savoir que l'on est capable de blesser les gens est un fardeau, pas un pouvoir. Que chaque nuit, il souhaitait avoir pu s'en aller. Il aurait aimé que les enseignants surveillent. Il aurait aimé que Dominique choisisse différemment. Il a dit que les cicatrices sur ses mains s'estomperaient, mais que le souvenir de ce qu'il avait fait ne s'effacerait pas et qu'il porterait ce poids toute sa vie, même si tout le monde lui disait qu'il avait eu raison de se battre. L'assemblée s'est terminée par une ovation debout qui m'a semblé déplacée. Ces gens applaudissaient le traumatisme de mon fils, célébraient sa maturité forcée, transformaient sa survie en inspiration. Mais quand j'ai regardé le visage de Caleb, j'ai vu autre chose. Pas de la fierté ou de la satisfaction, mais du soulagement d'avoir été entendu. Que quelqu'un ait enfin reconnu le coût de ce qu'il avait survécu au lieu de simplement louer le résultat. Cette validation semblait compter plus pour lui que n'importe quelle victoire juridique ou soutien public. Nous avons quitté l'école Riverside ce jour-là et n'y sommes jamais retournés. Caleb a été transféré dans une petite école privée dotée de politiques anti-harcèlement strictes et d'un corps étudiant assez restreint pour que chaque enfant soit connu et suivi. Il a continué l'entraînement avec Elijah Soto, mais s'est concentré sur les katas et la discipline plutôt que sur l'application au combat. Il a rejoint l'équipe de débat de l'école et a découvert qu'il était doué pour défendre des positions avec des mots plutôt qu'avec ses poings. Lentement, prudemment, il a commencé à se construire une nouvelle identité autour de quelque chose d'autre que ces 15 secondes de violence. Les règlements judiciaires ont payé la thérapie et les frais de scolarité de l'école privée. Mais plus important encore, ils ont financé une fondation que Sarah avait mentionné vouloir créer avant de mourir. La fondation, protégée et autonomisée, offrait une formation gratuite à l'autodéfense pour les enfants à risque et un plaidoyer pour les victimes de harcèlement. Angela Kwan siégeait au conseil d'administration, tout comme Elijah Soto, Véronica Russo et les parents de Kenneth Dupont. Nous avons accordé des subventions à des écoles mettant en œuvre des programmes anti-harcèlement fondés sur des preuves et engagé des avocats pour représenter les familles trop intimidées ou trop pauvres pour lutter contre les échecs institutionnels. Dominique Archer a été libéré de détention juvénile après 3 ans de thérapie intense et de programmes de justice restauratrice. Une partie de ces conditions de libération comprenait l'écriture de lettres d'excuses à chacune de ses victimes et la rencontre avec elles s'il y consentait. Caleb a décliné la rencontre, mais a lu la lettre que Dominique avait envoyée. Elle était longue et détaillée, reconnaissant des incidents spécifiques et acceptant la responsabilité sans excuse. Caleb n'a jamais répondu, mais il a gardé la lettre dans le tiroir de son bureau. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu que cela lui rappelait que les gens pouvaient changer, que le garçon qu'il avait combattu n'était plus la même personne, que être le système avait fonctionné après tout, juste pas de la manière attendue. Des années plus tard, quand Caleb avait 6 ans et postulait pour l'université, il a écrit son essai d'admission sur ce jour-là. Pas sur le combat lui-même, mais sur le cadeau final de sa mère et le fardeau d'être formé pour survivre à la violence. Il a écrit sur l'apprentissage que la force ne se mesurait pas au combat gagné, mais au combat évité, que le vrai courage signifiait vivre avec les conséquences d'actions nécessaires plutôt que de les célébrer. Il a soumis son essai à son premier choix, une école connue pour son plaidoyer en faveur de la justice sociale et ses programmes de résolution de conflits. Ils l'ont accepté avec une bourse complète et une note du bureau des admissions disant que sa perspective sur la violence et la protection était exactement ce dont ils avaient besoin chez les futurs leaders. Le jour où nous avons déposé Caleb à l'université, nous avons visité la tombe de Sarah pour la première fois depuis des mois. Je lui ai dit à voix haute que son plan avait fonctionné,
que Caleb avait survécu et s'était épanoui malgré tout, que l'entraînement d'autodéfense qu'elle avait payé l'avait sauvé ce jour-là, mais que son véritable cadeau avait été de lui apprendre que survivre ne suffisait pas, qu'il devait construire une vie qui vaille la peine d'être protégée. Caleb se tenait à mes côtés et a simplement dit qu'il souhaitait qu'elle puisse voir qui il était devenu, que l'enfant effrayé, pour qui elle s'était inquiétée, avait trouvé son courage, non pas dans le combat, mais dans le choix de ne pas se battre. 10 ans après cet incident dans la cour de récréation, j'ai reçu un message de Kenneth Dupont. Il était devenu travailleur social spécialisé dans l'intervention auprès des jeunes, travaillant avec des enfants qui avaient été des harceleurs ou des victimes pour briser les cycles avant qu'ils ne deviennent permanents. Il a dit que la volonté de Caleb de lui pardonner, de voir au-delà de ce jour-là qui Kenneth pouvait devenir, avait changé la trajectoire de sa vie du tout au tout. Il voulait que Caleb sache que les 5 enfants qui étaient allés à l'hôpital ce jour-là étaient tous devenus de meilleures personnes à cause de ce qui s'était passé. Que parfois, les moments les plus violents plantent les graines de la croissance la plus profonde. Caleb a lu le message de Kenneth et a souri pour la première fois depuis des jours. Il avait été stressé par ses candidatures en master, craignant que son passé ne définisse son avenir. Mais les mots de Kenneth lui rappelaient que le passé n'était pas une cage. C'était un contexte. Que le garçon qui avait combattu 5 assaillants à 10 ans était devenu un homme dédié à prévenir les combats. Et cette transformation était ce qui comptait. Pas la vidéo virale, ni les procès, ni la célébrité, mais le choix de transformer le trauma en but, la survie en service, et la violence en un plaidoyer pour la paix. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne pas manquer la suite.